je m'appelle Julien Gossal, je suis maître de conférence en informatique, un petit peu repenti, puisque je m'intéresse à des questions beaucoup plus larges autour de l'ESR. Et notamment, là, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu mes réflexions après avoir passé beaucoup d'années dans des conseils des universités, 4 ans dans un conseil d'administration à l'université de Strasbourg, qui s'est terminé de façon un peu particulière, puisque j'ai dû démissionner il y a quelques mois de ça. Et donc, j'ai essayé de prendre un petit peu du recul pour voir où c'est qu'on en est sur la façon dont on peut avoir dans une université une forme de collégialité. À quoi sert cette collégialité? Sur quoi elle s'appuie? Je vais faire beaucoup de remarques qui sont, comment dire, très caricaturales, beaucoup de lieux communs. L'idée, c'est plutôt de poser les bases d'une discussion, d'une réflexion qui brosse très largement les choses. C'est une présentation qui n'est pas du tout académique, je le crains. Alors, le premier constat, si j'arrive à changer les choses, voilà, le premier constat, je pense qu'il faut faire, c'est un constat qui a l'air très loin de l'université, qui est que la démocratie change. On est quand même dans un changement perpétuel tout au cours de l'histoire, mais qui, à l'époque actuelle, quand même, on a des leaders, des dirigeants occidentaux qui sont quand même particuliers, qui sont quand même bizarres. Hein. On le sent bien. On est sorti d'une forme de tradition pour faire des choses un petit peu nouvelles. Et puis, une chose assez nouvelle aussi, c'est que le progrès économique et la démocratie ont toujours été un petit peu vus comme la même chose, allant ensemble au travers du temps, et particulièrement les 19 et 20e siècles. Mais au 21e siècle, cette idée de progrès économique qui s'appuie sur la démocratie est de moins en moins vraie. C'est-à-dire que ça commence à être sérieusement remis en question. On voit que la Chine a un énorme progrès économique alors qu'elle a un rapport à la démocratie qui est très différent d'une autre. Ça ne se limite pas au progrès économique, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi un petit peu ces pensées-là, cette remise en question-là au niveau des progrès scientifiques. La Chine, quand même, va très bien et très fort dans les classements internationaux, sans notion de liberté académique telle qu'on pourrait les concevoir. Et en réalité, ce changement-là, même si ça ne se voit pas très concrètement tout de suite sur notre façon de fonctionner, on voit que les idées changent. C'est-à-dire qu'on peut avoir une forme de progrès scientifique sans liberté académique telle qu'on les concevait. De la même manière qu'on peut avoir du progrès économique sans la démocratie telle qu'on la concevait. Alors, de façon extrêmement caricaturale, hein, si on devait caricaturer l'évolution de la démocratie universitaire en France, du moins, donc en haut à gauche, vous avez une photo de la Sorbonne, hein, c'était le département de télé, pas de bêtises, je peux me tromper, géologie, c'était géologie. Donc le règne des facultés qui a eu jusqu'à la première moitié du XXe siècle, dans une faculté, il y avait entre 5 et 15 permanents, des titulaires de chaire, qui avaient tous les pouvoirs. Donc, ils sont entre 5 et 15, ils peuvent se mettre autour de la table pour former une forme de démocratie directe. Ça ne veut pas dire qu'ils le faisaient systématiquement, mais ça veut dire que c'était possible physiquement de se mettre dans une salle pour discuter de l'ensemble. Avec la massification, c'est ce que vous avez sur l'image en bas à gauche, hein, c'est une image de mai 68, le palais universitaire de Strasbourg. On voit qu'il y a une massification, beaucoup plus de gens qui arrivent dans ce système-là, donc beaucoup plus d'enseignants et une volonté plus générale de participer à la définition d'une forme d'avenir commun. Donc là, c'est le mai 68 et puis les réformes qui arrivent derrière. Les étudiants, mais aussi les maîtres de conférences et les administratifs rentrent dans les conseils centraux, veulent participer à la politique, la définition de la politique des établissements. À partir de là, on pose les bases d'une forme de démocratie indirecte, représentative de l'université. Les effectifs augmentent, et on arrive à la troisième photo qui est qui pourrait être le congrès de l'université de Strasbourg, c'est-à-dire qu'on est arrivé, l'université de Strasbourg, c'est 55 000 étudiants, 50 et 55 000 étudiants, entre, selon ce qu'on compte, 5 000 et 6 000 personnels. Ça va être impossible de se mettre autour de la table pour discuter ensemble, donc il faut deux nouvelles façons de faire, et c'est des façons qui sont, au plus on est gros, au plus c'est difficile d'être démocratique. Et donc, vous voyez bien cette espèce de contraste entre les dirigeants qui sont en bas de l'amphithéâtre
et qui vont parler au reste de la communauté, y compris si cette communauté est des représentants. Donc on sent qu'il y a une inversion, une évolution, une façon différente de voir les choses et qu'on passe un peu d'une démocratie directe, mais réservée à une certaine élite, aux titulaires, à une collégialité représentative, assez informelle, dont on ne sait pas bien ni à quoi elle sert, ni comment elle fonctionne. Alors, qu'est-ce qui choque? Pourquoi on ne comprend pas trop à quoi sert la collégialité, la démocratie au sein d'un établissement, particulièrement un grand établissement de recherche, excellent, de préférence? Donc, c'est des questions qui se posent souvent à l'autonomie des universités. C'est une question qui a traversé les siècles, qui est extrêmement importante sur toutes les modifications qu'il y a depuis 50 à 150 ans, en gros. Et on continue de se la poser. Donc, le dernier colloque de la CPU s'appelait Autonomie des universités, point d'interrogation. Donc, on continue d'avoir cette question-là, elle n'est toujours pas tranchée. Et effectivement, il faut se poser la question qu'est-ce que c'est l'autonomie d'une université quand elle est prise dans un système où ce qu'il a décidé de l'IDEX ou de non l'IDEX est extérieur à l'université. C'est quelqu'un d'autre qui va vous dire vous êtes une grande université de recherche ou vous êtes plutôt une université de territoire. Donc là, vous voyez bien que l'université elle-même est pas en capacité de s'autodéterminer. C'est pas elle qui fait le choix. Quelle est la marge de manœuvre politique de l'université quand c'est l'ANR qui va décider de qui est financé et de qui n'est pas au sein de la communauté, de quelle thématique, quelle discipline va recevoir de l'argent et de laquelle ne va pas en recevoir. Donc en réalité, les universités autonomes en 2020 sont quand même dépossédées de beaucoup de choses importantes dans leur choix de décision. Elles ne peuvent pas décider de quel type d'université elles sont et elles ne peuvent pas bien décider. Une grosse université pluridisciplinaire ne peut pas décider vraiment là où elle va flécher les moyens. Alors, évidemment, on dispose de techniques qui permettent de quand même mettre de l'argent, flécher de l'argent à chercher un endroit, mais globalement, on ne décide pas de l'avenir de notre établissement quand on est administrateur dans un établissement et même quand en réalité on est président de cet établissement. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on peut appeler du gouvernement à distance, c'est-à-dire qu'on a quand même tout un ensemble d'agences et de dispositifs qui contraignent les établissements à adopter telle ou telle politique, à adopter tel ou tel profil, y compris d'un point de vue purement disciplinaire. En plus de ça, il y a quand même depuis 15-20 ans une énorme politique de restructuration des établissements, restructuration, différenciation. C'est-à-dire que si vous prenez Paris-Saclay, l'Université de Paris ou l'Université de Strasbourg, c'est trois universités qui sont fusionnées, qui ont des modèles en réalité extrêmement différents. Mais là, je parle bien de modèles démocratiques. C'est-à-dire que leur organisation va être différente. Il ne va pas y avoir le même nombre de composants, d'établissements composants, de facultés. Les directeurs de facultés ne vont pas être nommés pareil, ils ne vont pas avoir les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs. Ce qui veut dire qu'en réalité, on déplace en permanence les centres de pouvoir au sein des établissements. Alors, on va les remonter un peu, on va en faire descendre un peu, on va en déplacer un peu. Et tout ça de façon absolument pas uniforme. Donc si vous prenez deux universités qui, sur le papier, se ressemblent énormément, c'est-à-dire l'université de Strasbourg et l'université de Lorraine. Géographiquement, elles sont extrêmement proches. Elles ont à peu près le même nombre d'étudiants et le même nombre de personnel. Elles ont le même nombre de facultés et elles sont organisées en trois niveaux. La présidence, un niveau intermédiaire qu'on va appeler collégium et des facultés en dessous. Donc on pourrait croire, si vous regardez leur projet de fusion, sur le papier, c'est écrit pratiquement la même chose. Et pourtant, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Pourquoi? Parce qu'en plus du modèle, on va avoir tout ce qui est les pratiques. C'est-à-dire que quand il y a un conseil à l'Université de Lorraine, le président envoie les ordres du jour et le compte-rendu, lui-même en son nom, à tous les personnels de l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine a aussi une liste de diffusion qui s'appelle Expression libre, sur laquelle tout le monde peut écrire et tout le monde peut recevoir. À l'Université de Strasbourg, on n'a absolument pas ça. C'est-à-dire savoir les ordres du jour des conseils, en réalité, c'est extrêmement dur. C'est par papier, planqué dans un endroit. Il faut savoir quel couloir sombre emprunter pour aller voir les ordres du jour des conseils. On n'a pas de liste pour communiquer. Donc, vous voyez, même quand sur le papier, c'est la même chose, il y a des pratiques qui peuvent être extrêmement différentes, qui vont façonner la façon dont on conçoit la collégialité au sein des établissements de façon aussi très différente. Ces différents modèles qui sont mis en place
modèle et pratique, donc, en réalité, on n'a jamais défini dans quel objectif on faisait ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit, nous, ce qu'on veut arriver comme type de collégialité, c'est celle-là, et donc on va organiser notre établissement de telle façon. Alors, il y a plein de moments où on a refait plein de choses sans jamais dire exactement pourquoi on refaisait les choses et qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme objectif. Donc ça, c'est assez intriguant. Alors, petit constat bilan à partir de là. Qu'est-ce qui nous empêche, quand on est universitaire de base, on n'est pas présent, et qu'on veut voilà, participer à la collégialité d'un établissement? En réalité, on a 3 freins qui empêchent de le faire. Le premier frein, c'est la culture. C'est-à-dire que il faut du temps pour réaliser à quel point on ne connaît pas et on ne comprend rien à l'université. Quand vous rentrez dans le métier d'universitaire, vous connaissez votre petit monde, votre petite façon de faire, et vous n'avez strictement aucune idée du fait que en fait, les universités ont une histoire, chaque établissement a une histoire, et ça explique plein de choses. Vous n'avez aucune conscience du fait que l'universitaire, c'est un métier, c'est une profession qui a évolué, d'accord? D'abord, il y a ce facteur-là, et il y a un deuxième facteur, et qui lui n'est pas contournable, qu'on ne pourra jamais dépasser, c'est que nos métiers sont extrêmement divers. On a beau être universitaire et travailler dans le même établissement, entre quelqu'un qui fait de la physique, quelqu'un qui fait de la socio, quelqu'un qui fait de l'informatique, puis même entre quelqu'un qui fait de l'informatique et quelqu'un qui fait des maths, au sein de la même faculté qui va s'appeler Math Info, on a des pratiques, des besoins, des façons de faire qui sont très 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 différentes, ce qui fait qu'on a le même métier, on le pratique de façon très différente en réalité, et ça c'est un frein énorme à la collégialité universitaire. C'est-à-dire que la première fois qu'on se met autour de la table avec quelqu'un qui n'est pas de la même discipline ou qui n'est pas du même statut, ben en fait, ça pique. On se rend compte qu'on ne parle pas le même langage, parfois on va heurter la personne en face sans même s'en rendre compte, ce genre de choses. Donc ça, c'est un frein qui est énorme et probablement on peut pas, on va avoir vraiment du mal à passer par là. Donc les universitaires, hein, j'ai lu ce livre et là j'ai mesuré l'étendue de ma méconnaissance en lisant ce livre-là qui est tout petit, hein, un livre de Christine Musselin, très petit, très factuel, quelques informations sur l'histoire des universitaires. Hein. Là je me suis rendu compte que vraiment je connaissais absolument rien à la culture universitaire et j'ai lu ce livre il y a à peine 2 ans, alors ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Le deuxième énorme frein à la collégialité, c'est le flux d'informations. Là, je vous ai mis une pastille NewsTank. NewsTank et AEF, déjà, je ne sais pas combien d'universitaires connaissent l'existence de ces agences de presse spécialisées dans l'information universitaire. Si vous vous levez le matin et que vous ouvrez les 2 mails quotidiens que vous recevez de NewsTank et AEF, vous avez 2 fenêtres avec ces 2 choses-là, vous pouvez passer votre journée à lire des informations donc moins de 12 heures sur l'université. Vous pouvez faire ça tout le temps. En réalité, se tenir au courant de ce qui se passe dans l'université, c'est un boulot à plein temps. Et ça arrive à une forme de paradoxe assez intéressant, qui est que si vous pratiquez l'enseignement et la recherche, vous n'avez pas le temps de vous tenir informé sur l'évolution de l'enseignement et de la recherche. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et ça va expliquer pourquoi il y a des journalistes qui sont beaucoup plus informés que les universitaires sur le fait, sur ce qui se passe dans l'université. Donc, comment vous voulez mettre en place une forme de collégialité, participer à la définition d'une direction commune, si vous ne savez même pas ce qui s'est passé la veille? En gros, c'est ça la question. Et ça mène tout de suite à la troisième question, qui est évidemment au centre de tout ça, c'est le temps. C'est-à-dire à quel moment on va permettre à prendre le temps, donner le temps aux gens pour qu'ils participent à la collégialité de l'université, à la définition de sa propre politique. Donc, sur la base de ces 3 constats bilans, j'ai essayé de brosser un petit peu des petits bouts de solutions, en sachant qu'il n'y a absolument rien qui est abouti, qui est faisable, hein, un peu dans le rêve et dans la définition de quelque chose d'un peu idéal. Alors, la chose la plus facile probablement à faire, c'est ce qui concerne la culture. Donc, comment on fait pour dépasser l'inculture des universitaires sur leur propre métier? En réalité, si vous allez voir les formations doctorales,
toutes les écoles doctorales ont des offres de formation doctorale qui sont pléthoriques, et qui vont être de l'éthique, faire son CV, le doctorat avec approche par compétence, ce genre de choses. Vous allez trouver vraiment des choses très très bien, des choses moins bien, énormément de choses. Vous allez trouver l'histoire des sciences, mais vous n'allez pas trouver l'histoire des universités, l'histoire de votre propre établissement, comment fonctionne l'université, qu'est-ce que c'est les RCE, qu'est-ce que c'est un CAC. D'accord? Vous n'allez pas trouver une formation qui vous explique ça. Dans les recrutements, bien, voilà, c'est un petit plus qu'il y a quelqu'un qui a participé au conseil de laboratoire, par exemple. Ça peut devenir un gros moins quand c'est quelqu'un qui a participé à des mouvements sociaux, qui a organisé, qui a fait tourner le syndicat étudiant, qui a été pénible avec la présidence, d'accord? Mais globalement, on ne demande pas à quelqu'un qui veut rentrer dans la profession d'universitaire, est-ce qu'il sait ce que c'est la profession d'universitaire? On va lui demander est-ce que tu sais faire cours, est-ce que tu sais chercher, on ne va pas lui demander est-ce que tu sais dans quel établissement tu rentres. En tant qu'université, alors, selon l'histoire, je vous garantis que l'esprit de l'université est différent, de la façon dont il travaille, c'est différent. Et on ne demande pas ça. On ne demande pas, on va demander, il va falloir que tu prennes la responsabilité des stages. Ça, on demande. Par contre, à un moment donné, on dit, il va falloir que tu participes avec tout le monde à la définition de ce que va être la politique de notre université. On ne demande jamais ça à quelqu'un qui rentre dans l'université. Donc là, on a un levier assez fort, c'est-à-dire que si au niveau des écoles doctorales et puis de ce que va être le recrutement, encore entre la LPPR, je peux changer un peu les choses, mais si au niveau du CNU, au niveau des RFI, de la définition du profil des postes, on commence à dire là, on veut quelqu'un qui sait où il met les pieds et qui va être capable de vraiment agir au niveau collégial sur l'établissement, et pas juste de rendre les services administratifs dont on a besoin pour faire tourner la machine. Alors là, on a un levier assez fort pour commencer à s'assurer que les gens ont une forme de culture. C'est-à-dire que les universitaires ont une culture sur l'université avant de devenir réellement universitaires. Ça peut paraître un petit peu brutal, mais en réalité, si vous voulez avoir une université autogérée, et quand même l'idée de base de l'université, c'est que c'est les universitaires qui font l'université, ça paraît en réalité tout à fait naturel que dans le profil des universitaires, il y ait une connaissance au moins minimale de ce que c'est d'être universitaire, de ce que c'est l'université. D'accord? Donc, il ne faut pas le voir seulement comme une façon coercitive, mais aussi comme une façon de vérifier est-ce que vous êtes en adéquation avec le métier que vous voulez. Deuxième des choses sur lesquelles on a un peu des billes qui pourraient aider, mais en réalité, on ne sait pas faire, on n'est pas fait de savoir faire, c'est l'information. Comment on fait quand on a un flux d'informations continue et des sources aussi diverses, et puis des informations complexes, quoi. C'est-à-dire que quand il y a une vingtaine de transformations d'établissements au 1er janvier, donc moi, quand je me suis levé le lendemain du 1er janvier, dans les images de mon état, enfin, les trucs que j'ai vus, c'est une vingtaine de décrets à aller lire pour savoir quelles ont été les fusions qui sont passées en début d'année, quoi, vous voyez. Donc c'est ce genre de choses. Donc comment on fait pour faire circuler cette information, mieux la comprendre, la mettre à disposition des gens? Alors on a tout, il y en a des tonnes des informations, il y a des bilans sociaux, là je vous ai dit le bilan social du Nestlé, il y a un bilan social dans tous les établissements. Ces bilans sociaux, ils sont complètement isolés. C'est-à-dire que vous avez le bilan social qui va concerner tout le pays, puis le bilan social qui va concerner une université, mais il n'y a jamais de lien entre les deux. Donc quand vous lisez un bilan social, d'un côté c'est très intéressant, de l'autre côté ça ne sert strictement à rien parce que les informations ne sont pas reliées les unes avec les autres. Donc là, il y aurait déjà une forme de travail à faire. Ce que vous avez en haut, c'est justement les circulaires DGSI. Si vous êtes déjà allé là-dedans, c'est une information, mais personne n'y comprend rien. Pour moi, quand je vais voir ces trucs-là, ça m'est complètement étranger, je ne comprends pas ça. Donc il y a un travail sur la production et la diffusion des informations, mais il y a aussi un travail à faire sur les réseaux. C'est-à-dire là, je vous ai mis la page de l'association des directeurs généraux des services, des établissements de DSR, mais en réalité, des réseaux, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a un réseau, par exemple, des vice-présidents RH de la Curie. Donc ils sont entre 10 et 15, ils sont dans une liste mail, et ils vont échanger de l'information. Ils vont échanger de l'information de façon utile, parce qu'évidemment, ils vont échanger de l'information qui n'intéresse que leur réseau professionnel à eux, et dans lequel ils vont pouvoir parler, échanger des informations. Donc, c'est-à-dire que le nombre de réseaux professionnels qu'il y a au sein de l'université est en réalité énorme. Il y a un réseau par type de métier, et des métiers, il y en a beaucoup. Et il y a un réseau qu'il n'y a pas vraiment, c'est le réseau des universités. Alors ça, évidemment, on est nombreux,
Quand je dis universitaire, il faut le prendre au sens très 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 large, hein, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans des universités ou des laboratoires de recherche, éventuellement des écoles. Comprenez les choses de façon extrêmement large. On atteint un réseau professionnel en tant que simple universitaire qui nous permet d'échanger l'information et de discuter entre nous, simplement parce qu'on est trop nombreux, c'est vrai, mais aussi parce qu'on ne ressent pas vraiment notre métier comme une profession unique qui a besoin de discuter les uns avec les autres. Donc là, il y aurait une forme de travail qui pourrait être fait aussi. Et alors, pour le temps, qui est évidemment le troisième problème, on connaît tous, hein, c'est que quand on est coincé entre la NR qu'il faut répondre pour avoir des sous, pour pouvoir travailler, nos amphis qui débordent, sur lesquels il faut s'occuper, et les emplois du temps à faire. Et évidemment, le temps, on n'en a pas beaucoup, et le temps, c'est une question extrêmement simple, c'est une question de moyens. C'est-à-dire que c'est une université, une présidente d'université qui voudrait remettre de la collégialité dans son établissement. En réalité, ce ne serait pas très difficile. Il faudrait, comme l'intervenant qui en parlait hier, on libère une après-midi à tout le monde pour que tout le monde puisse s'occuper de l'établissement, lire les ordres du jour, lire les PV, faire des propositions. Voilà, ça prend une demi-journée par semaine ou par mois, selon quel type de collégialité on peut arriver. Juste, ça coûte de l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors, ça coûte de l'argent, mais il y a aussi une question d'intérêt. C'est-à-dire que je suis à peu près sûr que si on donnait une demi-journée à tous les universitaires pour qu'ils s'occupent de la collégialité, il y en a beaucoup qui feraient autre chose avec cette demi-journée-là. Forcément, puisque les établissements sont contraints et qu'on ne sait pas trop quelles sont nos prises et par où on va. Donc, il y a une question d'intérêt. Une question d'intérêt qui est très importante et on va voir ce qui est passé. Alors là, je fais un petit peu la pub pour la petite plateforme que j'ai ouverte cette semaine, hein, mais c'est une plateforme un peu prototypaire qu'on a appelée CPESR et qui essaie de rentrer dans cette question-là, donc avec des outils pour mettre le pied à l'étrier rapidement. C'est-à-dire vous devenez élu dans un conseil d'université, vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas par où commencer, comment à rentrer les choses, vous ne savez pas où trouver les informations, vous ne savez pas quel document il faut lire, ben, cette plateforme-là est censée vous faire gagner du temps. Le but, c'est aussi de mettre en réseau des gens qui vont avoir un petit peu le même métier de collégialité au niveau de l'université. Et une chose aussi qui est souvent oubliée, c'est une tentative d'essayer d'objectiver les politiques universitaires. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est absolument pas fait et qui est extrêmement important quand on veut avoir une forme de collégialité, c'est-à-dire d'arriver à une décision collective, c'est d'objectiver un petit peu les choses. Il y a très peu de choses qui sont objectivées au niveau de l'ESR. On a des tonnes et des tonnes de données, mais quand vous regardez les élections pour devenir président d'université, ben, les gens ne s'engagent pas sur des taux d'encadrement ou sur l'évolution des ressources propres. D'accord? Les gens vont voter pour eux parce que lui, il est dans telle discipline et que je ne leur fais pas confiance, parce que lui, il est sympa, que lui, il est plutôt de gauche, que lui, il est plutôt de droite, et que lui, je me suis engueulé avec lui quand on était au lycée, donc je ne voterai jamais pour lui. D'accord? C'est plus de ce niveau-là, les élections dans les conseils, je dis président, mais dans tous les conseils, hein, conseil de fac, c'est pareil, une politique vraiment objectivée qui dirait, moi, je vais aller dans cette direction, je mets telle politique, et on va regarder les choses un petit peu objectivement. Alors, tout ça nous mène à une question, c'est-à-dire, supposons qu'on a résolu ces trois problèmes qui empêchent les gens de s'intéresser et qu'on a tous les outils qui vont bien et qu'on a libéré du temps pour les gens pour qu'ils s'intéressent à la collégialité et compagnie. Qu'est-ce qu'on fait de cette collégialité-là? Ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que, quand même, on est toujours en train de réclamer plus de collégialité, plus de démocratie, et en réalité, on n'a pas la moindre idée de ce qu'on doit faire avec. Alors, une chose est certaine, c'est qu'on voudrait de la collégialité pour s'opposer aux réformes qu'on aime pas. Mais en réalité, on ne demande pas de la collégialité pour réformer. C'est une très mauvaise façon. Je veux dire, la collégialité pour réformer, c'est nul. On le voit avec la LPPR. La LPPR, c'est une réforme, elle se fait absolument au mieux, indépendamment de l'avis des chercheurs, et probablement contre l'avis des chercheurs. Si vous voulez modifier un système, vous ne demandez pas l'avis des gens. Si vous voulez modifier un système, éventuellement, vous pouvez consulter l'avis des gens pour savoir jusqu'où vous allez pouvoir aller. Mais vous ne les mettez pas autour de la table pour qu'ils se décident dans quelle direction ils vont aller. Ça, c'est l'échec absolu. Donc, c'est certainement pas pour réformer ou pour décider d'une décision collective. Par contre, là où la collégialité pourrait servir, et à mon avis, là, c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent, c'est qu'elle est indispensable à la performance.
C'est-à-dire que pourquoi la LPPR va échouer, pourquoi elle va foirer? Parce que ces objectifs ne sont pas partagés par la commune. Donc, on a beau mettre en place des systèmes qui vont pousser dans cette direction-là, si cette direction n'est pas suivie par la majorité des gens, parce qu'ils ne comprennent pas les objectifs, parce que ces objectifs sont contre ce qu'ils souhaitent faire, ben on n'ira pas. D'accord? La LPPR, elle s'intéresse à 5-10% des collègues, il y a 5 et 10% des collègues qui vont faire aller derrière, le reste, ils s'en foutent. Qu'ils soient contre ou qu'ils ne le regardent pas, ça ne va pas avoir d'impact pour eux. Donc, en réalité, là, on a, à mon sens, une belle explication du fait qu'il y a beaucoup d'établissements excellents, en particulier, qui ont des performances qui sont très médiocres. L'excellence, personne n'a une définition. Moi, je suis dans un établissement excellent. Je suis pas sûr d'être plus excellent que les autres. Je suis pas sûr que mes collègues soient plus excellents que les autres, etc. Donc, je ne comprends pas la politique de mon établissement. Ne la comprenant pas, je ne peux pas la mettre en œuvre. Si je ne la mets pas en œuvre, elle se met mal en œuvre et on a de mauvaises performances. Et il faut une forme d'adéquation dans la population qui permet d'avancer dans la direction ensemble et donc de bien avancer. Donc, à mon avis, la collégialité, elle devrait servir à ça, c'est-à-dire à atteindre une forme de performance qui nécessite un moment d'accord par là où on va. Et alors, un autre truc qui, moi, me plaît beaucoup, je trouve très drôle, c'est pour l'expérimentation. Alors, pour l'expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de se dire l'université peut très bien être vue comme un champ d'expérimentation pour les différents modèles de gouvernement. On a entre 60 et 70 établissements universitaires, on voit bien que l'université, la démocratie, va pas bien, que ce soit à l'échelle des nations ou à l'échelle des universités, d'accord, ça va pas bien. Il y a plein de gens qui parlent de solutions pour sortir de là, d'accord. On a beaucoup parlé du tirage au sort, de la démocratie participative, etc., le principe direct, on parle de toutes ces choses-là, et on les expérimente jamais, parce qu'évidemment, mettre en œuvre à l'échelle d'un pays, c'est extrêmement difficile. Mais mettre en œuvre à l'échelle de l'université, en réalité, c'est pas si difficile que ça. Donc, ce qui voudrait dire que pourquoi ne pas utiliser notre système universitaire? Est-ce que ce ne serait pas une forme de contribution ultime que les universités pourraient fournir à la nation, qui est des éléments de décision sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en termes de collégialité, en termes de démocratie? Et à ce moment, on pourrait très bien décider de prendre un échantillon d'université, on va prendre 4-5, et puis eux, on leur fait faire du tirage au sort. D'accord? Tout tirer au sort. Puis on en prend 4-5 autres, et puis là, on fait de l'autocratie. De la vraie qui s'assume, quoi. C'est-à-dire pas l'espèce d'autocratie bizarre qu'on a dans certaines universités où la présidence décide de tout, mais que pour tout décider, elle organise quand même des conseils qui doivent être d'accord avec ce que la présidence a décidé. Non, on annule tout ça, on élimine les conseils et on fait une vraie autocratie et on voit comment ça se passe. En réalité, les marges de manœuvre des universités, elles ne sont pas si énormes que ça. Donc c'est pas très grave si on fait une autocratie. On voit ce qui se passe, on voit ce que ça va dans une direction, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'on met en place, en fait, une démarche de recherche en utilisant les universités comme terrain d'expérimentation pour les différents modèles démocratiques. Alors voilà, j'en ai fini là, avec cette présentation, et je vais terminer juste avec une conclusion, c'est qu'à mon avis, il y a deux problèmes majeurs quand on veut déployer ce type de choses. Alors le premier problème majeur, c'est quelque chose qu'en informatique on appelle interblocage ou étreinte fatale. Donc je vous ai mis un schéma dessus, c'est quand on a quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre, qui attend quelqu'un d'autre, qui attend quelqu'un d'autre et qui attend la première personne. Donc on est en train de s'attendre les uns les autres, et ce qui fait qu'en fait on est bloqué, on se bloque les uns les autres. Donc ça, à mon avis, ça s'est très très bien vu pendant le Covid. C'est-à-dire qu'au moment où le Covid a démarré, ben, pendant 3 mois dans le supérieur, on s'est tous attendus les uns les autres. Les enseignants, ils attendaient que le directeur de département dise quelque chose, qui attendaient que le président dise quelque chose, qui attendaient que le rectorat envoie quelque chose, qui attendaient que le MESRI envoie quelque chose, lequel MESRI disait autonomie, c'est les enseignants qui doivent se débrouiller. D'accord? Vous voyez, donc on a des boucles comme ça qui nous empêchent de prendre des décisions et de changer de modèle. On s'attend tous les uns les autres. Et ça, c'est très corrélé, je ne sais pas s'il y a une cause à effet ou si ça se constate en même temps, c'est que ça fait une réduction des possibles. C'est-à-dire que dès que vous parlez de quelque chose de nouveau au sein de l'université, c'est censé être le lieu d'innovation, le rabat d'innovation, en fait, on ne peut pas le faire. Et essayez, hein, vous allez aller dans un conseil et dites c'est le conseil de fac, là, ça vous dirait pas, on tire au sort. Oh mon Dieu, non, il y a des textes, il y a des machins, on peut pas.
voyez, essayez, vous pouvez faire ça. Moi, je l'ai fait pour plein de trucs. Hein. Une fois, j'ai demandé est-ce qu'on ne pourrait pas rationaliser notre politique d'envoi de mail. Vous savez, 300 mails par jour, ça devient délirant. Oh, on peut pas, vous voyez. Ah, tiens, si on se retirait de la CPU. Ah non, on peut pas. La réduction des possibles dans un conseil d'université, c'est fascinant. On ne peut plus rien faire du tout. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, important à dépasser, quoi, si on veut trouver un petit peu de collégialité. Et peut-être, terminant avec une dernière chose vraiment, vraiment, vraiment parlante, c'est qu'on a beau refaire nos établissements dans tous les sens, on a beau faire venir l'HCERS, étendre l'HCERS aux enseignements, tout évaluer, tout modifier pendant 15 ans, ce que vous ne trouverez jamais dans aucun document d'évaluation, dans aucune forme d'objectif, c'est quelque chose qui a trait à la démocratie ou l'écologie. Tous les établissements ont des projets annuels de performance et des rapports annuels de performance qui sont chiffrés avec des objectifs qui ont plusieurs dizaines de pages. Il n'y a absolument rien sur est-ce que les gens sont au courant de la politique, est-ce que les gens ont participé à cette politique, est-ce que les gens sont d'accord avec la politique, est-ce que les conditions de travail des gens s'améliorent ou diminuent. Vous ne trouverez ça nulle part. La HRS vient, elle va évaluer des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, alors qu'on vient juste de réformer, de travailler beaucoup, à réformer tout le modèle de gouvernance des universités, et on n'évalue pas le modèle de gouvernance des universités. Alors, à aucun moment donné, on vérifie est-ce que ça marche, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de ce qu'on vient de faire. Donc, le fait que ce soit vraiment un angle mort de tout notre système d'évaluation de notre système de SR montre qu'il y a quelque chose. Ça montre qu'on n'est pas très à l'aise sur cet aspect. Voilà, je vous remercie et puis après on discute.